Salut à tous et bienvenue pour le nouvel épisode et surtout la 200e bataille de Warhammer Medbay Amateur. Et pour le faire, j'ai invité mon modérateur préféré, bien entendu, parce que le deuxième a pas pu se libérer aussi, bien sûr. Et donc c'est Quentin qui est venu jouer à la maison, un des modérateurs de Discord bien sûr, et un très bon joueur comme on l'a vu avec ses nains. Mais aujourd'hui, pas de nains, on va faire la bonne vieille classique bataille, Orc et Gobelins contre Empire, avec un petit scénario. Bienvenue sur Warhammer Medbay Amateur. Scénaristique, c'est une bataille scénaristique. On a fait un petit scénario percé et surtout on a mis beaucoup de décors à 2000 points. On avait voulu faire une plus grosse, mais on est bloqué un peu par la taille de la table. Donc n'hésitez pas à soutenir si jamais vous voulez avoir des tables encore plus grandes. Donc comment ça fonctionne? C'est un scénario de percée. C'est-à-dire, à la fin du 6e tour, vous avez des points attribués par régiment, mais aussi avec votre général et avec votre grande bannière. En gros, si vous êtes à la fin du 6e tour, encore dans votre zone de déploiement avec un régiment, vous ramenez que 1 point pour ce régiment-là. Si vous êtes dans la zone de No Man's Land de 24 pas, vous amenez 2 points. Et si jamais vous êtes dans la zone de déploiement adverse, à la fin du 6e tour, avec soit le général, soit la GB, soit un régiment complet, un monstre, une machine de guerre, qu'importe, eh bien là vous ramenez 3 points à votre armée. C'est quelque chose qui pousse à avancer, et c'est un petit peu le principe du scénario qu'on avait voulu, qu'on a monté en 2-2, littéralement pour vous dire, pour cette 200e bataille, avec une ville qui vient de se faire percer les défenses, et le dernier carré impérial qui va essayer de repousser les orques. Voilà, donc maintenant les listes d'armées. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 200e bataille, et voici le modo préféré disponible. Et donc, pour une fois, on m'a imposé un scénario parce que soi-disant rester en fond de table c'est pas bien, et je vais jouer Orc. Donc j'ai la liste sous les yeux parce que quand je joue pas que des arbalètes et canons, c'est plus difficile à se souvenir. Donc, pour mon seigneur, j'ai un chef de guerre orc noir avec un bouclier, une hache à bastonner du nabot et un talisman de préservation. Mon grand chaman gobelin qui est niveau 4 et qui a juste un tapis d'Arabie, juste pour voler à travers la table et balancer des petits sorts, je trouve ça extrêmement drôle. Ce rêve bleu. Et pour ma GB, donc j'ai l'étendard de discipline, en base 30 gobelins avec des lances, ça va faire diversion, 10 gobelins sur araignée, parce que quand même dans une ville ça peut être pratique, mais la Ragnarok je l'ai pas pris parce que vraiment là ça aurait été un peu trop fumé. Un pack de 25 costauds, histoire d'accompagner l'AGB sur le centre, avec pour l'accompagner 32 orques noirs, tout avec double arme, 10 gobelins de la nuit sur Squig, parce que ça peut toujours faire la surprise, et surtout sur de l'Ambu 3 de l'Empire, ça fait mal. Un troupeau de 10 Squig, pareil, on sait jamais, sur de l'Empire, ça peut faire mal. Un chariot à pompe Snotling, parce que je trouve ça extrêmement drôle et qu'on aime pomper dur. Et bien sûr, un géant, parce qu'on n'en voit jamais, et je trouve que dans une ville, c'est vraiment le meilleur moment pour avoir un. Donc, un bloc dur qui va avancer, et sur le flanc, tout le reste de la WAG qui traînait, et on verra bien ce qu'il faut. Pour la liste d'armées impériales, j'ai voulu faire une armée lore, c'est-à-dire c'est les dernières troupes du seigneur qui s'est abrité à l'intérieur de son château, le bon vieux bourgeois qui a ses hommes qui vont mourir pour sauver sa ville et surtout sa tête. C'est donc une armée qui a été commandée par l'arme ultime de ce seigneur, son grand maître, le grand maître de l'ordre des lances ardentes, qui est donc l'armée, le grand maître de l'armée de la chaîne. Il est donc monté, c'est un mec avec un croc runique, possède une armure de plate complète plus un bouclier enchanté, et il est avec une petite invulnérable de 6+, autrement dit il est vraiment au maximum, 259 points, mais le gars avec un croc runique quand même fait assez peur. En héros, il y a beaucoup de héros qui l'accompagnent, mais j'ai joué sans magie pour aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai 2 prêtres guerriers, un monté pour accompagner les chevaliers et un à pied pour aller avec les joueurs d'épée, tous les deux en armure lourde. J'ai également un maître ingénieur tout nu, parce que j'avais un petit peu gardé 2 points pour une machine de guerre, et j'ai mis un capitaine GB avec armure de plate complète et bouclier. Tout ça sont mes héros. Mes unités de base, vous avez 20 halbardiers avec 10 arquebusiers. Vous avez
20 épéistes avec 10 arbalétriers, enfin c'est l'inverse, c'est les arbas avec les albardiers et les arquebusiers avec les épéistes, chacune étant son unité de même couleur. Et j'ai mis mes 8 chevaliers de l'ordre du cercle intérieur avec lance de cavalerie et bouclier, étendard musicien bien sûr, pour accompagner mes 2 héros montés. En unité spéciale, j'ai mis le gros bloc défensif de mon armée, c'est-à-dire 38 joueurs d'épée avec 16 arquebusiers en détachement. Question d'avoir vraiment un centre défensif assez costaud. Et pour finir avec les derniers petits points qui me manquaient, eh bien, mon feu d'enfer, parce que le seigneur de cette ville a tout vendu pour avoir pas mal d'armées et surtout bien rester à l'abri, un feu d'enfer qui va accompagner donc le maître ingénieur, en espérant que tout ça se passe bien. J'ai aucune magie offensive, aucun bonus de sort ou quoi que ce soit, donc autrement dit, c'est vraiment une armée avant Teclis et avant Asavarkul. On va voir si ça va suffire à sauver la ville. Alors, pour ce qui est des déploiements, j'ai fait une position défensive, donc je me suis d'abord déployé dans ma zone à 1 point, dans ma zone de déploiement, vu que c'est censé être une tenue de dernier carré en fait, j'ai décidé de mettre plutôt l'or mes unités, c'est-à-dire mes joueurs d'épée devant le manoir avec la statue de Myrmidia, accompagnés de leur détachement avec les arquebusiers, sur leur flanc droit le feu d'enfer et les chevaliers avec le grand maître qui est mon général, accompagné d'un prêtre guerrier, et à gauche de mes joueurs d'épée, j'ai mis mes 2 régiments plus détachements, j'ai mis donc mes halbardiers avec leurs arbalétriers, vu qu'ils ont une meilleure portée, ça pourrait aller, et derrière mes épéistes avec mes 10 derniers arquebusiers. Je n'ai pas de magie, hein, je n'ai que un prêtre guerrier dans mes joueurs d'épée qui peut donc faire quelques prières et un autre dans les chevaliers, donc on verra ce que ça peut donner. Et derrière après Quentin, lui, du point de vue de son déploiement, il n'a pas l'habitude de faire autant de déploiements d'aussi gros blocs et un peu partout sur la table, donc il a mis sur son flanc gauche ses squigs et ses gobelins de la nuit avec le chaman sur le tapis d'Arabie. Il a mis en plein centre de son armée les orques noirs avec le général et à côté les costos avec le GB orque noir pour fiabiliser vraiment le centre de sa ligne, question qu'il fasse vraiment la percée au centre pour aller, c'est l'or, hein, c'est l'avenue principale qui mène au manoir, boum, question de taper sec. Il a mis juste à côté ses chevaucheurs de squig et enfin sur son flanc droit il a mis le géant avec le chariot à pompe Snotling et surtout les araignées en bloc de 10 qui vont pouvoir faire leur avant-garde et qui se sont placés à 12 pas de mes arquebusiers du détachement des épéistes, question de mettre tout de suite de la pression, vu que les araignées sont extrêmement pratiques dans un scénario comme celui-ci parce qu'elles sont guides des obstacles et peuvent même attaquer dans les bâtiments. Et moi je n'ai mis aucune unité à moi dans les bâtiments parce que je trouvais ça un petit peu plus lore que les mecs soient tous sortis et qui verrouillent les allées. Ça aurait été un peu pété si je me mettais dans les bâtiments. Le but, n'oublions pas, c'est bien de faire une percée, c'est donc de deux côtés, hein. Du côté de Quentin, il doit aller dans ma zone de déploiement et de moi, je dois aller dans la sienne. Je ne peux pas rester que en défense. Donc voilà, pour la magie, c'est un niveau 4 qu'il a avec son gobelin, donc il a eu le feu d'artifice, il a eu l'urticaire ultime, il a eu la lune funeste et il a eu le gore qui s'en charge, donc il a eu un blast de force 3, il a eu un sort qui me baisse mon mouvement, mon initiative, il en a eu un autre qui est un vortex qui me fait soit tester la force, soit l'endurance, soit l'initiative, ou me perdre un PV sans armure, et sinon eh bien, il a le gore qui s'en charge, je crois, qui fait relancer tous mes 6 de toucher, blessé et sauvegarde d'armure. Donc un gros niveau 4 alors que moi je n'ai aucun sort de dissipation, enfin de sorcier pour dissiper, ça va être assez compliqué. J'ai eu le tour 1, c'est déjà ça. Donc on est parti pour cette percée et défense de village avec une magnifique table décorée. On va voir ce que ça va donner. Donc premier tour de la partie, mes chevaliers, seul mouvement, enfin pas seul mouvement, mais je reforme un petit peu ma ligne comme que je n'ai pas le choix. Comme j'ai dit, il faut que j'avance, mais je reste encore dans ma zone de déploiement, mis à part mes chevaliers. Mes chevaliers avancent dans leur couloir. Il y a une barrière un peu loin qui va me gêner, ça fait tasse de terrain dangereux, hein, c'est un obstacle, chose que les araignées par exemple n'en ont rien à faire. Je l'amène parce qu'en face il y a quand même des squigs, il y a des gobelins de la nuit, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Donc je m'approche, question de pouvoir avoir ce régiment où il y a mon général, donc il vaudrait 2 fois 3 points s'il va dans la zone de déploiement adverse. Mon feu d'enfer est déjà placé, mes arquebusiers également en détachement avec les joueurs d'épée. J'avance juste un peu mes joueurs d'épée pour qu'ils soient au moins, qu'ils commencent à approcher de la zone à 2 points. Et derrière après, entre mes petits régiments et leurs détachements respectifs, je replace mes épéistes pour qu'ils verrouillent le flanc gauche de mon armée. Et les halbardiers, eux, je décide vraiment de laisser les épéistes avec les arquebusiers solo, hein. J'ai confiance dans cette unité. Vu ce qu'il y a quand même en face, c'est pas gagné, hein. Il y a quand même des araignées, un chariot à pompe Snotling, un géant, 2 régiments impériaux, on va voir ce que ça va pouvoir faire.
Bref, je concentre mes halbardiers et joueurs d'épée au centre avec chacun de leurs détachements, plus mes épéistes et leurs détachements respectifs sur mon flanc gauche. À la magie, ben, je fais 6 et 3. Bon, je tente l'invulnérable de 5+, sur mes chevaliers, je suis dissipé. Et l'invulnérable 5+, sur mes joueurs d'épée, ça passe et je ne suis pas dissipé. De toute façon, c'était juste pour lancer les dés, ça n'a pas vraiment d'importance. Au tir, les arquebusiers. Les arquebusiers, en fait, eh ben, ils vont tirer sur les araignées. Ils sont pile poil devant, hein, ils sont 10. Il y a 10 araignées en face. Je balance une petite volée et je fais 4 morts, hein, les arquebusiers qui font un sacré ménage dans les gobelins, ce qui fait que ben, ça fait faire un test de panique à Quentin, et Quentin avec un commandement de 6, on voit qu'il joue nain, il réussit son test de panique, donc c'est bien joué pour lui. Derrière après mes arbalétriers qui sont à portée les orques noirs, ben, tirent sur les orques noirs, même s'ils ont tous les malus du monde à cause de la longue portée, du couvert léger apporté par la barricade, bon, ils ne font rien. Et malheureusement, j'aurais préféré ne pas commencer véritablement parce que là, sachant que je n'ai pas commencé, je n'ai pas pu faire un mouvement avec beaucoup d'unités de mes tirs parce que sinon j'avais mouvement ou tir. Donc mon canon feu d'enfer n'a pas pu tirer à ce premier tour et faire déjà des dégâts. Et c'est le cas également du gros pack d'arquebusiers de détachement des joueurs d'épée. Donc tant pis, on passe au tour 1 des orques et gobelins. Donc tour 1 des orques et gobelins, eh bien animosité bien entendu, hein, on teste l'animosité du côté des orques et gobelins, et ces gobelins avec le tapis d'Arabie, le chaman, eh bien sont bloqués, ils font un 2 à l'animosité, c'est-à-dire qu'ils se bloquent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'unité, les chevaliers étant trop loin de leur portée de charge maximale, ils ne peuvent pas déclarer une charge sur une unité ennemie, donc ils sont bloqués. Par contre derrière après, les araignées également font une animosité, mais les araignées font une animosité 6, c'est-à-dire qu'elles avancent d'abord d'un mouvement de 7 et après elles chargent, et je ne peux pas tirer en riposte parce que justement grâce à cette charge de l'animosité, de cette avancée gratuite, eh bien elles étaient trop proches de mes arquebusiers qui n'ont pas le tir rapide, et donc elles réussissent automatiquement leur charge. Les araignées, c'est bien joué de la part de Quentin, un beau petit coup de chance déjà, malgré une volée de plomb qui a été meurtrière. Derrière après au mouvement aléatoire, eh bien, le chariot à pompe Slotling eh bien, fait un énorme score sur ses... Et vu qu'il pompe dur, il jette donc 4 dés vu qu'il l'a équipé de la grand voile. Et il s'arrête tout pile poil devant la barrière, tant mieux parce que sinon c'était un test de terrain dangereux où il perdait un des 6 PV. Donc il s'arrête vraiment pile poil devant. Et derrière après pour ses chevaucheurs de Squig, il fait 9 pas et il les fait foncer vers le centre, ignorant un petit peu les dégâts que pourraient produire les barrières ou quoi que ce soit. Donc vraiment pas mal pour Quentin. Et derrière après, ben, pour ses mouvements, il n'a pas trop l'habitude, mais bon, le but là c'est de foncer en avant. Il fait avancer le géant en soutien des araignées et du chariot à pompe. Il fait surtout avancer ces 2 énormes blocs d'orques et d'orques noirs au centre pour flanquer les squigs montés, et il fait avancer les squigs vers les chevaliers, il les met jusqu'à la barrière pour avoir le bonus de défense derrière la barrière. Question de devoir me faire tester des tests de terrain dangereux avec mes chevaliers si je viens le charger. Bref, il avance. À la magie, il ne peut pas en faire parce que son chaman est en animosité et il n'a pas de tir dans son armée, mais il y a déjà un corps à corps tourin, et oui, déjà un corps à corps tourin, c'est-à-dire, après c'est un corps à corps plutôt simple, c'est des arquebusiers contre des araignées, et en fait, eh bien, les araignées frappant avant me tuent 2 arquebusiers seulement, vu qu'elles ne seront 5 à frapper. Par contre, derrière après, je ne sais pas ce qui se passe sur mes arquebusiers, ils sont d'un énervement pas possible, eh bien, je tue 4 araignées et les gobelins ne feront rien du tout, ce qui fait que les araignées sont mises en fuite et je décide de rester sur place. Je reforme mes arquebusiers pour qu'ils voient à la fois le géant et le chariot à pompe Snotling. Question voilà, j'ai repoussé avec mes arquebusiers, c'est vachement cool quand même pour moi. J'ai repoussé les araignées avec mes arquebusiers, donc c'est parfait pour moi. On va donc voir comment se passe le tour 2. Donc tour 2 de l'Empire. Tour 2 de l'Empire, j'ai l'ouverture et le but c'est de charger et de passer la ligne. Donc j'envoie une triple charge. J'envoie mes chevaliers sur les squigs. Bon, c'est un peu dangereux, mais parce qu'il y a la barrière, et puis en face c'est de la force 5, ça fera pas moins de temps que moi. C'est donc assez dangereux, mais je ne peux pas me faire charger, il faut absolument que je charge moi-même. Donc je réussis ma charge avec mes chevaliers sur les squigs qui sont derrière la barrière, et je ne fais aucun test aucun test manqué de la barrière. Donc ça c'est déjà bien pour moi. Et derrière après, sachant que le chariot en pompe Snotling, j'en ai déjà affronté avec la bataille de l'ermite fou de l'hiver entre Nioblar et Gobelin, je sais qu'il faut y aller assez
est fort parce qu'il est indémoralisable. Et il peut faire la petite surprise avec son endurance de 4. Donc je charge non seulement avec mes arquebusiers de front sur le chariot à pompe, mais je charge également de flanc avec mes épéistes. Question, vu qu'il est instable, de lui mettre le plus possible de... Enfin, je sais plus s'il était instable ou pas. Bref, c'était pour lui mettre le plus d'attaques possible, vu qu'il est indémoralisable, et être sûr de le tomber. Pour ce qui est de mes mouvements, mes halbardiers viennent verrouiller le flanc des joueurs d'épée, mais suffisamment pour laisser le cône d'ouverture de tir de leurs arbalétriers en détachement. Ils restent à portée de leur détachement, question de pouvoir être vraiment à la limite même des 3 pas et de pouvoir avoir un petit tir de contre-charge, toujours intéressant. Ils avancent aussi pour sortir de l'axe de vue du géant, bien sûr. Pour ce qui est de ma magie, je fais 5 et 2, mais je fais absolument rien, bien entendu. Pour ce qui est de mes tirs, les arbalétriers. Alors, les arbalétriers qui sont justement en position de tir en direction des orques noirs tirent et font un mort. Bon, ça va aller. Les arquebusiers des joueurs d'épée, eux, également tirent sur les orques noirs vu qu'ils sont enfin à portée. Et 14 tirs d'arquebusier, je touche sur du 5+, je blesse sur du 4+, et je tue sur du 4+, surtout, eh bien je fais 7 morts, je fais une très belle volée d'arquebusier dans les orques noirs, on ne dit pas non. Et enfin, le feu d'enfer, eh bien il va tirer sur les orques noirs également, il fait 16 tirs, donc plutôt pas mal avec le maître ingénieur. Malheureusement, je foire énormément de touches et beaucoup de blessures, et je ne ferai que 3 morts de plus dans les orques noirs. Bref, une bonne volée de plomb, mais ça ne suffira pas, vu que les orques noirs sont immunisés psychologie, il en fera bien plus pour eux. Pour ce qui est par contre du corps à corps, donc comme je disais, il y en a 2. Le chariot à pompe contre les épéistes et les arquebusiers. Le chariot me tuera un arquebusier. Par contre, j'ai de la chance. Les épéistes plus les attaques des arquebusiers suffiront à le renverser et à le détruire. Profitant donc de ce combat gagné, je reforme mes épéistes face aux géants. Et je reforme également mes arquebusiers face aux géants derrière les épéistes. Vu qu'ils sont toujours avec la règle de détachement, je pourrais faire un tir de riposte s'ils chargent les épéistes, vu qu'il est grande cible. Donc ça, je suis plutôt content de moi. Et derrière après, bon, c'est les chevaliers contre les squigs. Là, c'est quand même beaucoup plus vénère. Hein. Je tue 6 squigs, mais lui me tue 2 chevaliers, vu que je loupe mes tests d'armure à 3+, hein, c'est terrible. Et derrière après, donc, je renverse les squigs complètement, j'en tue plus de la moitié. Ce qui fait qu'il fait un test de commandement et il échoue. Il fait un test de commandement échoué, donc ils sont démoralisés, c'est-à-dire que les squigs, comme les esclaves Skaven, ils explosent, en tout cas ils deviennent complètement frénétiques et bouffent tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ils vont me tuer 2 chevaliers de plus. Et vont même bouffer un gobelin qui est derrière eux, mais c'est tout. Libérant au moins mes chevaliers du combat, mais quand même c'était un peu la mauvaise surprise de voir déjà 4 de mes chevaliers mourir, mais vu qu'ils sont accompagnés de leur grand maître de l'ordre, eh bien ils sont immunisés psycho eux aussi. Donc fin du tour 2 des impériaux, les flancs orques et gobelins commencent à souffrir un petit peu, mais la ligne est encore très solide. Tour des orques et gobelins, il y a déjà plus grand chose à tester en animosité, et tout se passe bien pour ce qui est à tester. Et il y a les nouvelles charges du tour 2. Enfin, techniquement, il n'y en a même qu'une seule, c'est le géant. Le géant, enfin, il y en a une et demie, on va dire. Le géant charge les épéistes. Il charge les épéistes, il se prend en tir de riposte grâce à la règle de détachement des impériaux. Un petit PV en moins avec les 7 arquebusiers qui tirent, donc bon, ça on va pas dire non, hein, bien sûr. Et derrière après, il fait en mouvement aléatoire les squigs montés. Il fait les squigs montés en direction des halbardiers et il réussit à entrer en contact avec la portée de ces 3D. Et on regarde bien la règle et en fait, ce n'est pas déclaré comme une charge, c'est juste que c'est un mouvement aléatoire qui les amène au contact. Et ça veut dire que ma règle de détachement ne fonctionne pas. Je suis grillé par ma propre règle. Je ne peux pas tirer gratuitement sur les squigs avant qu'ils arrivent au combat contre les halbardiers. Et c'est... on va voir un petit peu que ça va donner des squigs montés par des gobelins de la nuit contre des halbardiers qui n'ont pas pu faire un tir de riposte. Pour ce qui est des mouvements, vu qu'il n'y a pas d'animosité, son chaman s'envole et fait 20 petits pas derrière mes chevaliers pour abandonner les gobelins à leur sort et venir menacer un petit peu avec sa lune funeste, etc. ma ligne de tireurs. Ça me fait un peu peur, là, j'avoue. Et derrière, après, les orques noirs et les costos, eux, avancent, bien entendu, au centre de la ligne,
comme ils savent le faire. À la magie, bien entendu, Quentin, qui n'en fait jamais avec ses nains, sauf depuis qu'il a découvert l'enclume du destin, eh bien, nous fait un 6 et 5, donc avec ses orques et gobelins, ça va être peut-être encore pire. Il lance un feu d'artifice sur l'ingénieur, vu que l'ingénieur ne fait plus partie du régiment de la machine de guerre, comme c'était le cas en V7. Maintenant, c'est vraiment une figurine à 3 pas, mais qui dispose d'un attention messire 4+, grâce à la règle de maître ingénieur. Il va me balancer 9 tirs sur le maître ingénieur et sachez qu'il va tout louper en fait pour me blesser. C'est de la force 3 sur de l'endurance de 3, sauf que grâce à l'attention messire sur les 9 tirs, il va y en avoir 7 sur la machine de guerre à 4+, donc je fais un très très bon jet, et derrière après sur ces 2 jets qu'il réussit à faire sur mon ingénieur, eh bien il y en a un des 2 qui échoue, il m'enlève 1 PV sur l'ingénieur et il ne me fait rien sur le feu d'enfer. Donc je m'en sors super bien vu que c'est touché avec la force 3, mais sur l'endurance de la machine de guerre, c'est plutôt pas mal. Donc ça me va très très bien. Et ensuite, il balance la lune funeste au petit gabarit en direction donc du feu d'enfer et il fait un irrésistible et il fait un irrésistible 12. Il fait 18 pas de portée, il traverse le maître ingénieur et le feu d'enfer et par contre en retour eh bien, il perdra 2 niveaux de magie, il perdra le feu d'artifice et la lune funeste justement qui a provoqué le fiasco, mais derrière il me tuera un PV dans le canon, il me tuera un servant, mais c'est tout, hein. Il n'a pas eu la portée en fait de pouvoir aligner sur les arquebusiers malheureusement, donc il a préféré en fait l'envoyer derrière ma ligne pour qu'il puisse après revenir dans mon dos. C'est plutôt bien joué je trouve, vu que c'est un vortex qui reste en place, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais il fait 18 pas, il me touche et il m'enlèvera seulement un seul PV, il me fait faire un test d'endurance je crois, non, c'est un test d'endurance et vu que c'est une machine de guerre, je l'échoue automatiquement. Donc c'est bien joué, il aurait pu faire un peu plus mal sur les arquebusiers, mais c'était son choix. On passe ensuite à son dernier sort. Il lui restait un dernier sort, même s'il avait perdu des niveaux. Il tente le gore qui s'en charge sur les arquebusiers, mais je le dissipe automatiquement. Question de ne pas avoir à relancer mes 6. Au corps à corps, parce qu'on y retourne, le corps à corps des squigs montés contre les halbardiers. Alors là ça fait très très mal en fait parce qu'on frappe littéralement en même temps, sauf que les squigs, eh ben, c'est 2 attaques force 5 et moi je n'ai que 10 attaques force 4. Bon, il a au moins une CC2 voire une CC4 avec les squigs, donc c'est vachement vénère. Et ben il va me tuer 7 halbardiers et moi je vais lui tuer 5 squigs. Donc c'est quand même vachement violent, mais heureusement pour moi, mes halbardiers vont tenir la ligne et correctement combattre, ils ne vont pas s'enfuir. Ce qui fait qu'après, ça reste là pour ce corps à corps, et on passe au corps à corps du géant contre mes épéistes. Le géant utilise la règle ramassage, c'est-à-dire qu'il attaque un mec avec son poing, il chope un mec, je dois faire une attaque gratuite contre lui, si je lui enlève un PV, il loupe son attaque, je lui enlève pas son PV, et il me one-shot mon épéiste, je n'ai pas de parade, je n'ai rien du tout, donc s'il fait ça sur un personnage, eh ben, imaginez bien que le personnage est one-shot, parce qu'il n'y a aucune invulnérable qui fonctionne, c'est bien, il est tué, point barre, pas de sauvegarde, rien du tout. Bref, il me tue un épéiste et j'ai de la chance. Au piétinement furieux, il me fait que 2 et il me tue 2 mecs de plus. Et moi, je lui enlèverai un petit PV avec mes 8 attaques d'épéiste. Bref, ça reste là grâce à mon indomptabilité. Mais quand même, c'est pas facile. Je savais de toute façon, infanterie légère contre géant, c'est un bon vieux combat de V6 quoi. C'est un bon vieux combat de V6. Voilà pour ce qui est du, j'avais oublié, mais juste ces araignées qui ont continué de fuir, hein, il n'a pas réussi à les rallier malheureusement. Donc voilà pour la fin du tour 2. Les lignes avancent, hein, son géant est au contact contre mes épéistes, mais après ces orques arrivent vers ma ligne de joueurs d'épée, et ça, je suis pas encore rassuré, hein, parce que j'ai vraiment plus que ça pour défendre mon centre, vu que mes halbardiers se sont fait cliquer par les petits squigs, donc c'est un peu la panique. On va voir un petit peu comment ça se passe pour le tour 3. Donc tour 3, mes chevaliers, ils décident de enjamber la barrière et de charger les gobelins de la nuit. Et je réussis non seulement ma charge, mais je réussis ma charge sans perdre un seul chevalier. Et ça, c'est bien.
Je fais aucun autre mouvement parce que il faut que je maintienne ma position, vu que là, je suis encore dans ma zone de déploiement, mais je ne peux pas avancer ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je fasse attention à tous les orques qui arrivent en face de moi. Donc on passe directement à ma magie qui fait 3 et 1. Je tente la vulnérable de 5 sur mes joueurs d'épée, mais je suis dissipé. Je tente la relance de blessé sur mes joueurs d'épée et je loupe mon sort, c'est-à-dire que je laisse sciemment le vortex où il est. Ce qui fait qu'après on passe au tir. Mes 16 arquebusiers à nouveau tirent sur les orques noirs qui approchent. Et je vais en tuer 4 et le feu d'enfer va également tirer sur eux. Il fait 18 tirs et va tuer 10 orques noirs. Pour finir, mes arbalétriers vont tirer sur les costauds et en tueront un de plus. Bref, c'est plutôt violent quand même, hein. À la fin de la phase de magie, j'ai oublié de préciser, mais le vortex s'est déplacé et a fait 3 pas en direction des maisons à l'arrière. Bref, il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Donc voilà. Le corps à corps du géant contre les épéistes, je fais mon test de peur, je n'ai pas peur. Donc ce que j'avais fait aussi avant avec le test de terreur et le test de peur, je ne l'ai pas précisé. Il fait à nouveau un ramassage, mais il fait un ramassage 6, c'est-à-dire qu'il me one-shot un mètre et il me refait un autre ramassage qui m'en bute un autre. Je loupe toutes les attaques pour le blesser en réponse à cette attaque. Par contre après derrière, eh bien, les épéistes frappent tout ce qu'ils peuvent et réussissent à lui enlever 3 PV et à le tuer. Le seul problème, c'est qu'il tombe en plein milieu de 2 colonnes d'épéistes et me bute 6 épéistes gratuitement en tombant dedans. Ouf, ça fait très très mal, mais heureusement pour moi, eh bien, pas de peur, pas de terreur, pas de panique, tout va bien. Bref, ils ont réussi, ces petits épéistes, à repousser le chariot à pompe, les araignées et le géant grâce à l'aide de leurs arquebusiers. Bref, très très belle résistance de mon flanc gauche, je suis très content. Et on passe après derrière du côté des chevaliers de l'ordre de la lance ardente avec leur grand maître et leur prêtre guerrier. Eh bien, les gobelins contre les chevaliers, les gobelins ne vont absolument rien faire aux chevaliers et je vais tuer 8 gobelins. Je tue 8 gobelins et ils testent en indomptabilité, mais ils testent avec un commandement de 5 et ils s'enfuient, bien entendu. Ils s'enfuient hors de table pile poil et mes chevaliers, eux, décident de se reformer. Ils sont dans la zone à 3 pas. À 3 points, pardon, et donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour finir, donc mes 12 halbardiers contre les 5 gobelins montés sur Squig, eh bien je vais perdre 7 halbardiers et je vais complètement foirer mes jets pour attaquer et je ne vais tuer que 2 gobelins montés. Heureusement pour moi, je teste et je reste sur place, mais c'est vraiment limite, hein. Là c'est la dernière chance, si je ne les tue pas, c'est eux qui me tueront. Donc tour 3 des orques et gobelins. Tour 3 des orques et gobelins, bah là c'est officiel, les flancs se sont fait enfoncer. Voilà, les flancs se sont fait enfoncer, donc là Quentin n'a pas le choix, il doit charger. Il charge avec ses costos et ses orques noirs sur les joueurs d'épée, il va tenter. Il a beaucoup hésité à charger les arquebusiers, puis les costos sur les joueurs d'épée, etc. Il ne pouvait pas aller aider ses squigs contre les halbardiers, donc il est un peu bloqué. Et c'est tout simple, en fait, il décide de tout envoyer sur le pack central. Et en fait, je tiens ma position contre les costos, mais je tiens ma position et je fais la règle de riposte avec le détachement sur les orques noirs. Et le tir est très violent, j'en tue 4, il n'en reste plus que 3, enfin 2 plus le général. Bref, c'est extrêmement meurtrier. Et il y a aussi une petite charge qui reste, qui est d'un courage hors du commun. Eh bien, le chaman charge le canon. Le petit chaman gobelin, il charge le canon feu d'enfer. Parce que pourquoi pas, voilà, juste parce que pourquoi pas, c'était juste trop beau, c'était trop beau à voir. Donc derrière, à la magie, il fait 4 et 1, donc c'est plutôt pas mal. Alors le ralliement de ces araignées fait 10 et elles sont au bord de la table. Il fait 4 et 1 et une petite canalisation et il va tenter donc le gore qui s'en charge sur les joueurs d'épée pour me faire relancer mes 6. Il passe et moi derrière après je balance tous mes dés et je loupe ma dissipation, donc je dois relancer tous mes 6 pour toucher, blesser et sauvegarde d'armure. Et ça fait très chier. Donc voilà, hein. Pour l'instant, s'il passe ces 2 régiments orques derrière ma ligne de joueurs d'épée, j'ai quasiment plus rien pour lui remarquer des points derrière, ça va être très compliqué pour moi. Donc au corps à corps déjà, les halbardiers contre les squigs. Les halbardiers contre les squigs, ben, ça va être compliqué pour moi, ils sont 3, on n'est plus que 5 ou 6. On frappe en même temps, littéralement en même temps, et en fait on a l'énorme surprise de voir qu'on s'entretue. On s'entretue complètement, mais halbardier arrive à tuer les 3 derniers squigs, mais pile poil, hein. Par contre, les 3 derniers squigs, avec leurs 2 attaques chacun, plus les attaques des gobelins de la nuit dessus, eh bien, arrivent à terminer les halbardiers. Autrement dit, ça s'entretue littéralement entre eux, et c'est assez terrible en fait pour moi, parce que le détachement des arbalétriers qui est apporté
eh bien, voient leur régiment mère se faire annihiler. Ils testent. J'ai très peur de faire un incident et heureusement pour moi, pas de panique, ils restent sur place. Ça m'a fait très très peur, mais bon, tout va bien. Ce qui fait que derrière après, c'est le gros fight entre le chaman et le canon. Et le chaman et le canon ne feront rien du tout l'un à l'autre. Donc c'est tout l'opposé des halbardiers et des squigs. Et enfin par contre, ben, c'est le gros fight. Hein. C'est quand même pour ça qu'on a fait cette game. La horde de joueurs d'épée avec une GB et un prêtre guerrier contre des costos et 3 derniers orques noirs avec un général orque noir. Eh bien, c'est assez violent, on va pas se mentir. Ma GB est tuée direct par les orques noirs. Et derrière, je perds 6 joueurs d'épée. Par contre, la riposte est tout aussi violente. Je termine les orques noirs avec mes attaques. Et surtout, je tue également 7 costos. Mais quand même, hein, ça fait très 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 mal. Il m'a chargé, etc. Il a encore pas mal de rangs. Je teste et... Même si je suis tenace, j'ai très peur de ne plus avoir ma GB et de plus avoir de faire 9 ou plus et de m'enfuir. Et heureusement pour moi, je reste sur place. Les joueurs d'épée n'ont plus que les costauds à affronter, mais il y a toujours les 2 héros orques. Et ça, c'est très chaud. Donc tour 4 des impériaux, ben, la reforme totale des arquebusiers, hein, je reforme les arbalétriers et les arquebusiers, plus les arquebusiers détachement des épéistes. Les épéistes, eux, en mouvement, eh bien, foncent en avant pour marquer des points dans la zone la plus proche des 3 points. Il faut que j'aille le plus vite possible, vu que malheureusement je sens que ma ligne ne va pas tenir. À la magie, je fais 6 et 4, je tente l'invulnérable 5+, sur mes joueurs d'épée et je la passe en iré, donc ça au moins c'est déjà ça. Au tir, je ne peux rien faire, tout est au corps à corps ou tout est en train de s'enfuir. Donc au corps à corps, c'est parti. Les costos contre les joueurs d'épée et le général orque noir, pardon. Je m'étais légèrement redécalé à ma phase de mouvement pour me reformer et toucher le plus possible les costos. Mais je pense que c'était une erreur parce que là, je perds 8 joueurs d'épée. Je ne fais aucune invulnérable 5+, bien sûr, contre les attaques des orques. Et derrière, je ne vais tuer que 6 costos, ce qui fait que mes joueurs d'épée perdent le combat à cause de la GB qui est encore présente chez les orques noirs. Je teste et mes joueurs d'épée, bien entendu, vont s'enfuir. Le regard de Marie-Camille les juge, bien entendu. Ils s'enfuient, ils déclenchent une panique du côté des arbalétriers de l'Empire qui étaient à côté d'eux, mais pas de l'énorme bloc d'arquebusiers. C'est la panique absolue. Je m'enfuis, je suis poursuivi par les costos et le général de Quentin qui, tous les deux, arrivent à me rattraper mon régiment de joueurs d'épée, font sortir les arbalétriers de table, mais par contre font sortir eux-mêmes de leur axe de vue le régiment d'arquebusiers qui restait. Quelle horreur! Mon centre vient de céder, ce qui fait que là, il a un régiment plus 2 héros dans ma zone de déploiement à 3 points. Donc ça va être très compliqué et moi j'en ai qu'un seul avec un héros dans sa zone de déploiement à 3 points, mais j'ai la supériorité numérique, donc rien n'est encore joué, mais n'oublions pas qu'il y a encore son chaman sur la table. Le chaman, justement, parlons-en. Il affronte toujours le canon, et ce coup-là, eh bien, le canon, enfin les servants du canon vont lui enlever un PV par miracle, et ce qui fait que son chaman s'enfuit sur le résultat de combat, et ça par contre c'est vachement utile pour moi, vu qu'on est à la fin du tour 4, il décide de s'enfuir, et ça pourrait peut-être le sauver. Tour 4 des archers gobelins. L'animosité des costos est nickel, donc autrement dit, il rallie son chaman et le reforme, bien entendu, et derrière, il reforme ses costos et il met le général avec eux dans le régiment. Question qu'il y a encore une douzaine d'orques très lourdement armés dans ma zone de déploiement, et surtout pour se protéger de tous les tirs qui arrivent, parce que son général tout seul solo comme ça, c'est un peu dangereux. À la magie, il fait 6 et 3, il tente la relance des 6 sur les arquebusiers, il la passe, et bien entendu que je loupe ma dissipation, et derrière après il tente le -2 d'initiative et de mouvement sur mes arquebusiers, et il le réussit à nouveau. J'ai plus de dés pour dissiper, c'est-à-dire que mes arquebusiers ont CC 1, non, mouvement 1, et non, mouvement 2 et initiative 1, c'est donc de la grosse daube, et il relance tous les 6 qu'il doit faire, donc autrement dit, s'ils arrivent au CAC, je suis mort. Et on termine le tour 4 par une absence de corps à corps, ce qui est assez étrange, mais bon, en même temps c'est tellement meurtrier quand ça s'y met, il n'y a pas photo. Donc on démarre le tour 5, il a 6, 7, 8, 9 points pour l'instant Quentin, et moi j'en ai 11, ce qui fait que
On se tient, mais si jamais son régiment arrive à percer toute ma ligne et à me détruire, eh bien je suis foutu. Donc tour 5 de l'Empire, mes épéistes eh bien, arrivent enfin dans la zone orque, donc ils me ramènent plutôt 3 points au lieu de 2, et ça, eh ben heureusement qu'on y arrive. Mes arquebusiers, eux, restent, ils ne bougent pas, aucun de mes régiments d'arquebusiers ne bouge, parce que tout le monde est à portée du régiment de Costos, et il faut absolument que je les tue pour éviter qu'ils marquent trop de points. À la magie, je ne peux plus rien faire, ou en tout cas, je ne veux rien faire. Donc, tire mes 16 arquebusiers plus mes 7 autres qui sont anciennement détachements de mes épéistes, tirent sur les costauds et ne feront que 5 morts sur une dizaine. Donc, ça ne suffira pas. Pas de panique du côté, bien entendu, des costauds grâce à leur GB, à leur général. Et derrière, bah, le feu d'enfer, lui, il décide de finir et terminer le petit problème qui traîne, c'est-à-dire le chaman. Je balance donc le feu d'enfer à full attaque en tir sur le chaman. Je fais 20 tirs sur un pauvre chaman isolé et je vais lui arracher 12 PV. Donc il va mourir dans la violence de la poudre noire et des balles et des boulets des impériaux pour la fin de mon 5e tour. Mais ça n'empêchera rien, bien sûr, de la charge du tour 5 des orques et gobelins qui réussissent donc les costos, leur animosité bien entendu, vu qu'ils sont accompagnés d'orques noirs, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y avait tu la vois celle-là si jamais il y en avait une. Vu qu'ils s'étaient reformés au tour d'avant, et bien c'est parti pour la charge. Je ne peux même pas maintenir ma position pour tirer parce que je suis trop près des orques. Et derrière, la magie, alors on n'en a pas parlé, mais le vortex n'a pas arrêté de passer en fait de bâtiment en bâtiment. Il a fait des allers-retours, c'était un peu nul. On était un peu déçus. Mais ce coup-là, eh bien en fait, il se redéplace. Le vortex décide ce coup-là, attendez, j'ai envie de tenter un coup, je passe. Excusez-moi, mais je passe. Et il va traverser les arquebusiers et les costos qui sont au corps à corps. Et en fait, c'est tout simple. S'il fait un test d'endurance, heureusement pour Quentin, et il va réussir full tous les tests d'endurance des orques. Et moi, par contre, je vais perdre 4 arquebusiers là-dessus. C'est assez terrible. Ce qui fait qu'arrivé au corps à corps, eh bien, les arquebusiers meurent tous, sauf un contre les orques, où ils ne font aucun dommage contre les orques. Je m'enfuis avec mon petit dernier arquebusier, et les orques en profitent pour attaquer et arriver au contact, arriver à un pas du contact du canon feu d'enfer, mais ils vont rattraper mon arquebusier qui avait fait 4 également en fuite. Mais je me dis putain c'est bon parfait, ils l'ont pas au contact, je vais pouvoir tirer, sauf que je me suis fait traverser par une unité amie en panique. Enfin, j'ai eu une unité à moins de 6 pas qui était en panique, je teste et malheureusement pour moi je panique, donc il ne reste plus que le maître ingénieur qui pourrait faire quelque chose, mais il n'a même pas de pistolet pour le tour 6, c'est terrible. Donc tous ces impériaux, les épéistes rentrent dans la zone à 3 points et les arquebusiers, eux, voyant qu'ils ne peuvent plus rien faire, eh bien rentrent dans la zone à 2 points, question de ramener le plus de points possible, parce que je sais que je suis condamné sur mon tour 6 là-bas. Le vortex fait une dernière blague et traverse à nouveau le canon, les costos et le maître ingénieur, et c'est un test de force. L'ingénieur mourra, un servant mourra, mais derrière les costos n'auront aucun dommage, enfin s'ils vont perdre un ou deux d'entre eux, pardon. Et pour le tour 6 des orques, il y a donc 2 héros orques noirs et un héros un champion costos, porté dans Dark Costos. Il charge le canon est tué au corps à corps, et ça finit comme ceci. La bataille se termine par un costos accompagné de ses 2 généraux qui tiennent chacun donc 3 points, vu qu'ils sont dans ma zone de déploiement, ça fait donc 9 points pour Quentin. Et de mon côté, j'ai mon régiment de chevaliers qui me ramène 3 points, mon général qui me ramène également 3 points, donc ça fait 6, 9 points à nouveau qui sont, 3 points de plus qui sont marqués par mes épéistes qui viennent de percer leur ligne, qui ont tout repoussé de leur côté, et grâce à un tout petit détachement d'arquebusiers qui traînait par là, je marque 2 points de plus. La bataille se termine à 11 points contre 9. C'est une victoire à l'arraché des impériaux, mais une magnifique défense des orques et gobelins, une très belle percée. C'était très sympa. Voilà mon modo préféré. Disponible. Disponible. Non, c'est pas vrai. Si, je suis disponible. Oui, bien sûr. Alors, comment ça va? Bien joué quand même. Ah oui. On a vraiment rigolé. C'est ça. Oh là là. Moi, j'ai joué orc, c'est vraiment toujours la détente. Tu fonces tout droit et tu vois comment ça se passe. C'était le but du scénar tout court, en fait, de foncer tout droit, parce que la percée, passer à l'adversaire et aller de l'autre côté. C'est pour ça que mes chevaliers, ils ont eu du mal avec des gobelins, puis après ils ont dit non mais les mecs, on arrête, on bouge plus, et ils sont restés sur place. Si on y va, on va mourir.
Mais comme je dis, non, ben, j'ai quoi? J'ai moins de 200 points de gobelin qui occupent 500 points de chevalier. Et de héros et tout. Hein. C'est ça. 600 points même. 600 points, 600. c'est plus avec le prêtre guerrier en plus. Quelle horreur. Mais je crois que l'homme du match, c'est le chaman gobelin qui va attaquer le canon. Le vortex qui bouge pas toute la partie, mais quand il voit les costos, il fait des zigzags dessus. Ah oui, parce qu'on savait plus s'il pouvait passer à travers les bâtiments ou s'il ricochait à des endroits. Donc on a compté qu'il pouvait passer à travers les bâtiments, mais qu'il ne pouvait pas ricocher sur le bord de map. Donc il a fait un petit peu entre ses... Il a fait la boule de flipper. Mais ouais, ce gobelin, quoi. Ce gobelin il est mort, mais je vous emporterai tous avec moi, avec mon vortex. Qu'est-ce que c'est 11 PV près? Ouais, qu'est-ce que c'est vrai, le pauvre. Mais ouais, non, mais toujours sympa, les petits orques et gobelins empire. Ça te change un peu de ton gameplay en plus. Non, mais ça change les CC plus durs, les CC plus durs, le fait un petit peu de devoir retester. Ton sort, la magie, parce que la magie, t'en as rarement des malus comme ceci. Et le sort qui fait trop mal en fait, relancer les 6. Oui, c'est ça. Mais ça a été extrêmement pratique sur les joueurs d'épée. La seule chose qui est un peu déçue, c'est le géant, parce que bon, il n'a pas eu des bonnes attaques. Ben, c'est le géant qui est très aléatoire. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de le voir sortir. Bah, t'as joué un géant, j'ai joué sans magie. Autrement dit, vraiment, en fait, je l'ai dit à un moment dans la game, on a fait partie des 7 en fait. Un peu, c'est ça. Parce que pas d'Arachnarok, moi j'avais pas des d'Uricanum ou de demi-griffon. On a vraiment sorti des listes de la vaisselle, quoi. Des listes drôles, ouais. On n'a pas prise de tête. Ouais, vraiment, on s'est fait plaisir. Et une table chargée, et on s'est dit en fait, bah ça marche en fait. C'est ça. En fait, il y avait quoi? Une grande place, plus 2 couloirs qui se disaient, et en fait ça suffit. Hein. Ça suffit. Bon, pour un scénario comme ça, après les grands amateurs de mouvement ou quoi que ce soit. Après, faut pas jouer une armée Skaven full esclave, hein, c'est sûr. Hein. Ça arrive par vague, le mec il fait que jeter les dés, c'est tout, il fait rien d'autre en fait. Non mais bon, 200 batailles. 200 batailles sur la chaîne, carrément. On arrive même presque, je crois, aux 400 vidéos bientôt aussi. Mais bon, merci à toi d'avoir fait le déplacement, parce que vu le prix de l'essence, tu m'étonnes. Pour jouer Orc et Gobelin, toujours. En plus. Et avec une hache à bastonner là-haut, t'as carrément trahi ton serment, en fait, ce soir. Oh, tout de suite. J'ai découvert ce qu'on appelle la phase de mouvement. Ouais, alors on m'en avait beaucoup parlé. Bah finalement, c'est mieux de tirer sur les autres. Hein. Non, mais franchement, c'était n'importe quoi, cette phase. Mais à des moments, on se regardait, mais pourquoi on pousse, avance, on s'en fout, arrêtons, restons pas là, quoi. Mais bon, non, c'était vraiment un bon moment comme d'hab, de toute façon, avec toi. On rigole beaucoup. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Et ça se gagne, il n'y a pas grand-chose au final. Hein. Ça se gagne, il n'y a pas grand-chose à 2 points, parce qu'il me reste un régiment, véritablement. Sinon, compliqué, quoi. C'est ça, si j'avais ton chaman qui aurait survécu. Ce chaman qui... Ah non, il ramenait pas de points, merde, non. Ah ouais, qu'est-ce qui aurait pu survivre? Il a survécu dans nos cœurs. Oui, complètement. Littéralement, en fait, il n'est pas mort et étouffé par les boulets du feu d'enfer. Il a ouvert une porte du chaos, il a dit non, Slanesh, tu la fermes, c'est moi qui passe, d'accord? Et il est rentré chez lui. Et après, il s'est vengé sur les costauds qu'il n'avait pas protégés. Il a fait tiens, vous avez crevé avec mon vortex. Bon, et ben merci à toi. On se retrouve une prochaine fois avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oh, oui. Peut-être avec plus de barbe, plus de hache. Ouais, et puis tu joueras pas contre moi, parce que moi je serai à côté. J'en ai marre, je vais compter mains. Tout de suite. Tout de suite. Allez, merci à tous, on se retrouve bientôt et longue vie à toi. Ciao.